Ici, la Voix de l'Amérique. Jacques Aristide à Washington, très content de vous retrouver pour un nouveau numéro de Washington Forum. Au menu cette semaine, les États-Unis de nouveau confrontés au spectre du racisme avec en toile de fond des interrogations autour d'une police militarisée. La petite ville américaine Ferguson est ébranlée par des émeutes depuis la mort de Michael Brown, un jeune Africain-Américain tué par un policier blanc. Les appels au calme, dont du président Obama, n'ont rien fait. Le déploiement de la garde nationale fait polémique, alors que le débat sur les fractures sociales et raciales revient sur le tapis. Décryptage. Washington Forum. Bienvenue et mille merci de votre fidélité à Washington Forum que vous propose la VOA. Nous allons nous rendre à Ferguson dans quelques petites minutes. Cette banlieue de Saint-Louis dans l'État américain du Missouri est le théâtre de violents affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Depuis le 9 août, la population à majorité africaine-américaine dénonce la brutalité policière et les discriminations raciales. Les derniers développements avec Nicolas Pinault. Depuis plus de 10 jours, la colère gronde dans les rues de Ferguson. Jour et nuit, policiers et manifestants sont face à face. Les violences ont diminué, mais la tension reste présente sur place. De nombreuses zones d'ombre persistent dans cette affaire. L'autopsie indépendante demandée par la famille du jeune homme a révélé qu'il avait été atteint de 6 balles. Toutes ces blessures par balles ne sont pas mortelles, sauf celle qui a touché le haut de la tête et traversé le cerveau. Que s'est-il vraiment passé le 9 août dernier lorsque Michael Brown a croisé l'officier Darren Wilson? Un grand jury a commencé l'examen de l'affaire pour dire si oui ou non des poursuites judiciaires doivent être engagées contre le policier. Bavure ou légitime défense, cette affaire met une nouvelle fois en lumière les divisions de la société américaine. Loin de l'Amérique post-raciale si souvent louée après l'élection de Barack Obama, la colère de Ferguson illustre la méfiance persistante entre la communauté noire et les forces de l'ordre. Bien que je comprenne la colère et les passions qui accompagnent la mort de Michael Brown, cherchons à guérir plutôt que de blesser l'autre. Nous devons utiliser ce moment pour trouver cette humanité commune qui a été mise à nu par cette affaire. 2 enquêtes ont été ouvertes par la police de Ferguson et le ministère américain de la Justice. Eric Holder, le ministre, a promis que cette enquête fédérale serait indépendante et complète. Les habitants de Ferguson, eux, restent sceptiques. Combien de jeunes noirs doivent mourir avant que la police n'arrête de les tuer? Les personnes censées être payées pour vous protéger vous tirent dessus. Et ce policier qui est toujours libre, comme si il pouvait s'en sortir comme ça? Les funérailles de Michael Brown lundi prochain seront publiques. Les avocats de la famille annoncent la présence de nombreux leaders nationaux pour ce qui devrait être une nouvelle démonstration de force pour réclamer justice. Nicolas Pinault, Washington, la Voix de l'Amérique. Merci bien Nicolas. L'heure maintenant d'entrer dans le vif du sujet avec nos invités. Dans la ville de Ferguson, Jean-Germain Gros, professeur de sciences politiques à l'Université du Missouri Saint-Louis. Via Skype au Canada, le professeur Michael Kempa de la faculté de criminologie de l'Université d'Ottawa. Il s'intéresse notamment au rôle des organisations policières. Et également sur Skype, un habitué de Washington Forum, le professeur Amadou Koné de Georgetown University de Washington, qui est avec nous du Minnesota. Cap sur Ferguson, évidemment. Pour ma première question, professeur Gros, vous vivez la révolte dans cette ville depuis plus d'une dizaine de jours. Émeutes raciales, explosion sociale, bavure policière ou encore réaction disproportionnée à un simple fait divers. Quelle est votre lecture des événements sur place? Bon, je dois dire que j'ai une lecture institutionnelle des événements qui ont saccagé Ferguson dans ces 10 derniers jours. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je veux dire que la mort de Michael Brown était assurément une tragédie pour sa famille en tout premier lieu, pour la communauté de Ferguson et également, si je peux le dire, pour le policier. Mais il faut aller au-delà de la mort de Michael Brown pour bien saisir ce qui s'est passé.
Et au-delà de la mort de Michael Brown, vous trouverez des problèmes institutionnels, tels que par exemple le manque de représentativité des Noirs. On y reviendra justement tout à l'heure, professeur. On y reviendra certainement dans un instant. Nicolas nous le disait il y a un instant, le président américain a dépêché à Ferguson le procureur général Eric Holder. Quelle est la mission d'Eric Holder? Va-t-il pouvoir calmer les esprits dans la ville, professeur Gros? La mission de Eric Holder, si je le comprends bien, était de rassurer les gens qu'il y aura vraiment une enquête sérieuse, une enquête transparente. Parce que ici, les autorités locales n'ont plus de crédibilité dans la communauté noire. Donc je crois que l'objectif de la visite de M. Holder, c'était de rassurer les gens, de leur faire comprendre que le gouvernement fédéral sera à leur côté et leur rendra justice. Alors, Barack Obama n'a pas dit s'il se rendrait lui-même à Ferguson. Professeur Koné, pourquoi le premier président africain-américain aborde-t-il avec une telle prudence les questions raciales dans ce pays? Le sujet est-il encore trop sensible ou veut-il tout simplement éviter la controverse à l'approche des élections de mi-mandat? Je ne crois pas que le président Obama lui-même l'avait... Non, professeur Koné, allez-y. Oui, je ne crois pas que le président Obama se dérobe, n'est-ce pas, vis-à-vis du problème racial. On se rappelle que pendant la première campagne électorale en 2008, quand les supporters de Mme Clinton l'ont taxé de raciste, il a fait un très grand discours sur le problème racial. Et donc, c'est quelqu'un qui assume sa nature de noir, mais également est un président américain. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'il est prudent, il réagit en tant qu'homme d'État américain et non en tant que noir, n'est-ce pas? Et ces prises de position sont subtiles, mais derrière cette subtilité, on voit bien ses positions. Et je crois que ce qu'il fait est très, très bien fait, c'est bien pesé, c'est l'attitude d'un homme d'État, car autrement, chaque chose qu'il dit, tout de suite, on a la réaction des hommes, des politiciens de droite, n'est-ce pas, qui sont prêts à le critiquer. En d'autres mots, professeur, vous voulez dire qu'il ne veut pas non plus être perçu comme le président des minorités? Exactement. Et il n'est pas le président des minorités. Il est membre d'une minorité, mais il est le président de tous les Américains. Et quand il y a un problème comme celui-là, même si le problème est localisé au niveau d'une minorité historiquement brimée, il faut qu'il fasse très attention, car en fait, son but, comme le but de beaucoup de politiciens américains, c'est d'arriver à résoudre ce problème à long terme. Ce n'est pas d'enflammer les choses, ce n'est pas de prendre parti de façon brutale, n'est-ce pas? Alors, pour des commentateurs, à l'image d'un tireur d'élite en treillis visant la foule avec son fusil à lunettes, juché sur un véhicule blindé, j'espère que nous allons voir peut-être ces images-là, ressemble à une photo prise sur un champ de bataille, comme en Irak ou en Afghanistan. Et le débat a vite été lancé. La police américaine s'est-elle trop militarisée? Que répondez-vous à cela, professeur Kempa? Ah oui, le système policier aux États-Unis a développé une grande militarisation il y a une vingtaine d'années maintenant. Et ce processus a rapidement accéléré il y a 5 ans maintenant. Ça pose des grands problèmes parce que on a un système policier militarisé qui n'est pas vraiment sous le contrôle des citoyens, mais sous le contrôle du gouvernement. Et ça ne donne pas de confiance à leurs citoyens à ce moment. J'ai l'impression que vous êtes en mouvement, professeur Kempa. C'est bien, c'est du direct. Alors, je reviendrai à cette militarisation des forces de l'ordre un peu plus tard. Mais parlons maintenant d'un autre aspect. Le gouverneur du Missouri a également appelé en renfort les militaires de la Garde nationale. Qu'est-ce que la Garde nationale? Et était-il nécessaire d'y faire appel, professeur Kempa? À ce moment, probablement, c'était la meilleure chose à faire parce qu'il y a juste une division entre leurs citoyens et leur système policier trop profonde pour le corriger assez rapidement pour éviter toute cette violence. Donc, il faut juste appeler quelqu'un qui peut être bienvenu comme neutre dans ce moment-là pour développer une réponse rapide, diffuser la situation, puis dès qu'il
il y a un moment de stabilité, on peut commencer, lancer le travail profond pour rétablir une relation assez stable entre la population et le système policier. Voilà, quelques repères rapides. À 67%, la communauté africaine-américaine représente la majorité dans cette ville, une ville de 21 000 habitants en fait. Alors, mais sa représentativité dans les institutions locales laisse à désirer. Par exemple, le chef de la police et le maire sont blancs, alors que sur 53 policiers, seuls 3 sont africains-américains. 5 membres du conseil municipal sur 6 sont blancs. Un seul des 7 membres de la commission scolaire est africain-américain. Professeur Gros, comment pouvez-vous expliquer ce déséquilibre? Bon, on peut expliquer l'absence de représentativité des Noirs dans des institutions locales à ce que j'appelle l'atomisation politique de la région métropolitaine. Qu'est-ce que je veux dire par là exactement? Eh bien, dans la région métropolitaine de Saint-Louis, nous avons des dizaines de gouvernements locaux. Chaque gouvernement a son budget, chaque gouvernement a un staff et ils sont en général en situation de compétition. Donc, il y en a parmi ces gouvernements qui sont riches, comme l'ADU, mais il y a d'autres communautés telles que Ferguson qui sont relativement pauvres. Alors, les communautés relativement riches sont capables d'embaucher les Noirs talentueux, et tandis que les Ferguson, n'est-ce pas, ne possèdent pas les ressources pour retenir ces Noirs. Donc, par conséquent, vous avez des institutions économiques, des institutions politiques, des institutions administratives dans lesquelles les Noirs ne sont pas représentés. Mais je dois également citer mais professeur Gros, est-ce vraiment l'exemple d'une ville qui n'a pas ouvert ses portes aux minorités du pays, ou au contraire, ce sont les minorités elles-mêmes qui ne saisissent pas les opportunités qui leur sont offertes, des opportunités qui existent à peine sur un continent comme l'Afrique, par exemple? Non, mais ces deux hypothèses ne sont pas mutuellement exclusives. C'est les deux. Les communautés comme Ferguson n'ont pas vraiment ouvert leurs portes aux Noirs, mais également les Noirs de Missouri n'ont pas profité de l'opportunité qui leur sont offertes. Oui. Vous voyez? Donc, ces deux positions ne sont pas mutuellement exclusives, comme je le disais plus haut. Alors, un autre jeune africain-américain a été abattu mardi par la police près de Ferguson. Rapidement, que savez-vous de ce cas, professeur Gros? Bon, c'était quelqu'un qui apparemment, et je dis apparemment, qui venait de cambrioler, de voler dans un magasin. Oui. Il était armé d'un couteau, et lorsque la police lui a apparemment demandé de déposer son arme, il a refusé, et à ce moment-là, on a tiré sur lui. Il a été atteint, je crois, de 6 balles, comme M. Michael Brown. Oui. Mais on se demande pourquoi la police n'a pas décidé de lui immobiliser en tirant sur ses genoux, sur ses pieds. Pourquoi a-t-on décidé de tout simplement le fusiller, alors, si je peux utiliser ce mot? Professeur, y a-t-il une certaine accalmie maintenant après la visite d'Eric Holder? Oui, effectivement, il y a eu une grande accalmie hier soir. Vraiment a été paisible, mais on ne peut pas déclarer victoire. Il est trop tôt pour déclarer victoire. Oui. Alors, notre liaison satellitaire nous permet seulement 15 minutes avec vous, professeur Gros. Et donc, une dernière question. Quels enseignements qu'il va falloir tirer des événements de Ferguson? Bon, il va falloir adopter une politique inclusive, c'est-à-dire la communauté de Ferguson, et non seulement Ferguson, mais également les villes avoisinantes, doivent faire beaucoup plus d'efforts pour intégrer les Noirs dans des institutions de gouvernance policière, politique, économique, etc. Ouais. Donc c'est la grande leçon, je crois, qu'il va falloir apprendre de cette expérience. Merci, professeur Gros. À bientôt sur notre antenne. Nous marquons une petite pause avant de retrouver les invités qui restent avec nous. Professeur Koné et Kempa, Washington Forum, revient dans un instant.
La Voix de l'Amérique, c'est votre information, votre partenaire interactif. L'excellence journalistique, des professionnels reconnus, des nouvelles du monde entier et bien sûr une fenêtre sur l'expérience américaine à la radio, la télévision, sur Internet et téléphone portable. La VOA, une information vérifiée, les temps forts de l'actualité en temps réel sur le terrain grâce à nos reporters déployés sur les 5 continents et notre rédaction centrale à Washington qui vous propose des programmes en plus de 40 langues différentes. La VOA, c'est aussi l'actualité américaine. Avec nous, découvrez les États-Unis. Le partage de l'information, les médias sociaux, des blogs, des vidéos de nos citoyens journalistes. La Voix de l'Amérique, c'est une information fiable, objective, des opinions libres de toute censure, des échanges d'idées à l'échelle mondiale. Prenez part au débat. La VOA, toujours au cœur de l'actualité. Toujours avec vous. Restez informés. Jacques Aristide de retour avec vous. Nous braquons les projecteurs sur les événements de Ferguson. Nos invités, le professeur Amadou Koné de Georgetown University et le professeur Michael Kempa de la faculté de criminologie de l'Université d'Ottawa. D'emblée, les commentaires Facebook. Brillant Coadio d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Les États-Unis ont depuis l'esclavage un lien fort avec les Africains, mais c'est une grosse honte de savoir que ce pays est toujours confronté au racisme. Alphonse Mbouaki de Kinshasa, RDC, le combat mené par le pasteur Martin Luther King a éradiqué le racisme seulement officiellement ou dans les textes fondamentaux, mais ce sentiment de racisme se cache dans les cœurs et il est palpable dans le rapport entre noirs et blancs. Abdoulaye Ba de Conakry, les manifestations doivent finir maintenant. Quoi qu'il fasse, la personne tuée est perdue à jamais. Rien au monde ne peut remplacer son âme. Et Marlin Dilamboro N'Djamena, la justice doit être rendue. Nul n'est au-dessus de la loi. Nous vous parlions de la militarisation des forces de l'ordre américaines. Eh bien, la police de Ferguson bénéficie, comme 8000 autres forces de police locales, du programme 1033, programme élaboré dans les années 1990 et mandaté par le Congrès américain, permettant au Pentagone de recycler ses équipements. D'après l'agence de logistique du Pentagone, l'an dernier, l'armée a fourni l'équivalent de 450 millions de dollars en matériel militaire aux polices locales américaines. Je vous propose d'écouter le contre-amiral John Kirby, porte-parole du département américain de la Défense. We don't push equipment on anybody. Nous ne forçons personne à prendre nos équipements militaires, c'est du matériel en excès payé par les contribuables américains et que nous n'utilisons plus. Nous le mettons à la disposition des forces de l'ordre dont la demande a été acceptée. Professeur Kempa, à quoi sert cette militarisation? Est-elle efficace? Résout-elle les problèmes ou les aggrave-t-elle? En fait, j'aimerais voir un système de régulation plus profond et efficace pour rassurer que ces équipements qui viennent directement du militaire aux agences de police sont appropriés pour les tâches de la police locale. Si nous n'avons pas ce système de régulation, on va avoir une continuation de ce processus de militarisation. En fait, je n'accepte pas sa position qu'ils ne forcent pas leurs équipements aux agences policières. Alors, la mort de Michael Brown rappelle celle de Trayvon Martin et Renisha McBride en 2012, mais aussi Rodney King en 1991 ou encore Amadou Diallo, ce jeune homme de 23 ans originaire d'Afrique de l'Ouest, abattu en 1999 par 4 policiers, tout emblématique d'après des observateurs du racisme dans la société américaine. Professeur Koné, pourquoi un pays comme les États-Unis a autant de difficultés à prendre à bras-le-corps ce problème? Bien, je crois que c'est simplement parce que c'est un problème très complexe. Et n'importe quel autre pays aurait les mêmes difficultés à le résoudre. Je ne connais pas de pays qui l'aient résolu facilement. Je crois que les données que vous avez données montrent que les incidents signalés ont eu lieu un peu partout aux États-Unis, que ce soit dans des États libéraux comme la Californie ou dans des États moins libéraux comme les États du Sud ou le Missouri par exemple. Cela montre que le problème se pose un peu partout. Et le problème est historique, n'est-ce pas? Il a des racines historiques
Et on ne peut pas le résoudre uniquement par des décrets de loi. C'est ce que la loi sur les droits civiques a essayé de faire en 1964. Et alors, effectivement, justement, professeur, quelques chiffres pour illustrer les inégalités. Le taux de pauvreté des Africains-Américains demeure plus élevé que celui des Blancs, atteignant en 2011 28% contre 10% l'an dernier. Près d'un travailleur noir sur 5 s'est retrouvé au chômage. Ce taux est généralement au moins 2 fois supérieur à celui des Blancs. Et un homme noir avait en 2010 6 fois plus de chances de se retrouver en prison qu'un homme blanc. 50 ans après la fin de la ségrégation, pourquoi, professeur Koné, le fossé qui sépare blanc et noir est-il encore loin d'être comblé? Mais justement, c'est ce que j'essayais de dire. C'est un fossé qui est compliqué à combler parce que ce n'est pas par un coup de bâton magique, finalement. Il faut tenir compte de plusieurs facteurs, de plusieurs secteurs politiques, économiques, sociaux et même culturels, n'est-ce pas? L'image, finalement, que les Noirs ont dans la société américaine est une image qui, quelquefois, est négative. Et l'élection du président Obama, je crois, a joué un rôle important dans la rectification de cette image, même si elle n'est pas complètement rectifiée. Économiquement, depuis 1964, il y a eu beaucoup de progrès faits. Il ne faut pas nier ces progrès, n'est-ce pas, faits au niveau de l'économie, au niveau de l'éducation, n'est-ce pas, grâce à la loi sur les préférences raciales. Mais ces lois aussi qui ont permis de faire des progrès sont constamment attaquées, n'est-ce pas? C'est une lutte qui est constante. Ce n'est pas les acquis, il faut lutter pour les sauvegarder et continuer à les étendre, n'est-ce pas? Et socialement, on peut même parler de l'espace dans lequel les gens vivent. Si l'on vit dans un ghetto ou un quartier défavorisé, les enfants vont aller dans des écoles qui ne sont pas suffisamment équipées, qui n'ont pas les professeurs suffisamment qualifiés, et ces enfants sont perdus. Et ça explique le chômage qui va venir après, ça explique la criminalité, ça explique la prison dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc c'est un problème qui est extrêmement compliqué, qu'il faut résoudre dans chaque domaine, qu'il faut tenter de résoudre dans chaque domaine. Alors, racisme et militarisation, pour des commentateurs, Ferguson a permis de jeter un autre regard sur la police américaine, à tel point que le sénateur républicain Rand Paul a appelé à la démilitarisation des forces de l'ordre. L'Union américaine pour les libertés civiques craint que les polices locales soient en train d'accumuler de véritables arsenaux d'armes de guerre. Professeur Kempa, qu'avez-vous appris de Ferguson et que doit faire l'Amérique pour éviter toute pente dangereuse? En fait, c'est facile pour nous, les Canadiens, de critiquer la société américaine. Et on dit toujours que leurs problèmes économiques, sociaux sont réglés trop fréquemment par leurs agences policiers. Mais en fait, nous avons les mêmes problèmes chez nous au Canada, où notre communauté autochtone, par exemple, a beaucoup de problèmes avec le système policier. Et la plupart de ces problèmes reflètent leur division économique et sociaux. Selon moi, cette militarisation, ça coûte cher, n'est-ce pas? C'est dispendieux. Beaucoup de ces argents peuvent être dirigés dans les programmes politiques pour le développement des communautés, le système d'éducation, les opportunités économiques, les emplois, qui vont en fait régler ces problèmes plus efficacement que par la militarisation de le système policier. C'est la grande leçon pour moi. Évidemment, il faut bien préciser que pour le moment, on ne sait pas si ce policier avait des motivations racistes. Il y a plusieurs enquêtes sont en cours pour déterminer comment est mort l'adolescent Michael Brown. Mais professeur Koné, que retenez-vous de cette affaire et quelles sont les leçons importantes pour l'Amérique alors que le monde a le regard braqué sur ce pays? Oui, avant de répondre à cela, j'aimerais dire quelque chose à propos de la militarisation. Oui, allez-y. Très rapidement, je crois que cela choque, n'est-ce pas, de voir les policiers armés comme des militaires, n'est-ce pas, alors que leur rôle n'est pas un rôle de militaire. Mais l'autre aspect de la question, c'est ces lois ou cette lutte du NRA, n'est-ce pas, qui permet
de vendre toutes sortes d'armes aux individus. Et d'ailleurs, il faut dire, professeur, il y a des pays comme l'Égypte, la Russie, qui ont ironisé un petit peu sur cette situation. Allez-y, professeur. Oui. Oui. Alors, maintenant, à votre question, qu'est-ce qu'on peut espérer de cette situation? Je crois que dans le contexte américain, chaque fois qu'il y a un problème grave comme celui-là, cela permet de progresser. Malheureusement, il ne faudrait pas que ce soit comme cela, mais cela permet de progresser un peu dans les droits civiques, dans la résolution des problèmes. Ce qu'il faut espérer, c'est que le drame de Trayvon et celui de Michael Brown vont permettre de travailler à cette situation, de permettre aux Noirs de progresser un peu, d'avoir quelques acquis, n'est-ce pas, par exemple au niveau politique, remédier à cette situation absurde où toute une communauté à majorité noire n'a pratiquement pas de policiers noirs, n'est-ce pas, pour être gérés. Ce sont des situations qui vont se corriger, qui vont être corrigées grâce à ces situations. Et je crois que c'est comme ça qu'on progresse, malheureusement. Mais si cela peut amener à un progrès, dans ce sens, ce serait une chose positive. Professeur Kempa, je vous voyais acquiescer de la tête. Alors pour vous, quels sont les enseignements à tirer? Dernière chose à dire probablement, c'est que les agences police devraient refléter la composition de la population. C'est-à-dire que si on a un complément des différentes ethnicités, les différentes races dans nos sociétés, il faut que nos agences police reflètent ces divisions et ces différences de nos sociétés. Pas nécessairement dans une manière d'une formule exacte, mais si on trouve qu'il y a une grande proportion d'une communauté qui fait pas l'effort de joindre le système policier, il faut corriger ces problèmes et en fait créer une réalité où tout le monde se trouve comme un esprit bienvenu dans les agences policières. Mais vous pensez quand même que la militarisation de la police, comme nous le voyons à Ferguson, constitue-t-elle en fait un banc d'essai pour le Pentagone? Oh oui, ça tombe directement à leurs pieds. Il faut en fait avoir en fait, c'est un appel pour un mouvement comme leadership de leur système politique. Il faut avoir des membres du gouvernement qui vont directement dire à les fournisseurs militaires qu'ils ne vont pas continuer à pousser leurs munitions, pousser leurs fusils, etc., à leurs agences policières. Ça tombe directement au pied du gouvernement d'agir dans l'intérêt de leur population, leur peuple. Voilà, merci à nos invités au Canada, le professeur Michael Kempa de l'Université d'Ottawa, le professeur Amadou Koné de Georgetown University, qui était en direct du Minnesota, et Jean-Germain Gros, professeur de sciences politiques à l'Université du Missouri-Saint-Louis, qui intervenait en première partie de magazine depuis la ville de Ferguson. Je profite de l'occasion pour souhaiter bon courage et bonne chance à notre ami Robert Daguillard, qui a fait ses adieux à la VOA la semaine dernière pour se lancer dans une nouvelle aventure tout aussi excitante. Voilà, merci à vous, chers amis de la VOA. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care.